Europe 1. Le journal de 7h sur Europe 1, Christophe Lamar. Bonjour Christophe. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. On attendait son audition devant la commission d'enquête parlementaire. François Bayrou sommé de s'expliquer sur ce que l'on appelle l'affaire Betaram, les violences physiques et sexuelles qui se seraient produites au sein de l'établissement catholique entre 1970 et 1990. Que savait-il exactement? Le Premier ministre est ressorti 5h30 plus tard avec le sentiment d'avoir pu s'expliquer sur le fond. On a eu là pour la première fois la possibilité d'apporter non pas des dénégations, non pas des arguments, mais des preuves. Et fait par fait, événement par événement, accusation par accusation, on a pu montrer que tout était sans fondement, avec des faits, avec des preuves, des dates. Et donc oui, pour moi, c'était un moment un peu libérateur. François Bayrou à sa sortie de la commission d'enquête parlementaire sur Betaram, audition très longue, on l'a dit, ambiance tendue et électrique qui a tourné au duel avec le co-rapporteur de la France Insoumise, Paul Vannier. Le Premier ministre s'est montré très offensif, Alexis de la Fontaine. Oui, rapidement, le ton monte entre le Premier ministre et le rapporteur insoumis Paul Vannier. Accusé d'avoir menti devant les députés, François Bayrou contre-attaque. Monsieur Vannier, celui qui ment ce jour-là, ce n'est pas celui qui répond à la question, c'est celui qui pose la question. C'est-à-dire vous. François Bayrou énumère ensuite les différents mensonges repris par l'insoumis Paul Vannier, mais aussi par le journal Mediapart, à qui il a refusé de répondre. Je considère qu'il y a dans Mediapart beaucoup de déformation de la réalité et beaucoup de diffamation. Et que, si vous permettez, par hygiène mentale, je ne me plie pas aux ordres de Mediapart. Enfin, le Premier ministre met en cause l'impartialité de cette commission d'enquête. En fait, ce que vous êtes en train de dire, c'est que le compte-rendu de la commission n'est pas fidèle à... Je l'affirme, sous serment. D'accord. Avec ses propos très offensifs, François Bayrou veut tuer dans l'œuf le rapport de cette commission d'enquête. Alexis de la Fontaine du service politique d'Europe 1. C'est l'une des pistes de référendum avancée par Emmanuel Macron mardi soir à la télévision. Les Français pourraient être amenés à se prononcer sur la future loi sur la fin de vie. Le chef de l'État ouvert à cette idée si les débats devaient s'enliser au Parlement. L'hypothèse d'un référendum sur l'euthanasie fait déjà réagir la classe politique. Du côté des élus, l'accueil est plutôt glacial. Mayalène Trémollet. Pour les opposants au texte, il s'agit avant tout de mettre un pistolet sur la tempe du Sénat, de forcer la droite sénatoriale, très réservée sur la question, à faire avancer le débat. Stratégie déplorée par Annie Vidal, députée Renaissance et rapporteure du premier texte sur les soins palliatifs. On n'a aucune certitude sur le vote de ce texte, mais on ne peut pas contourner le Parlement en disant mais on n'est pas sûr du vote et donc on fait appel aux Français. Non, c'est vraiment presque méprisant pour les parlementaires. Avis plutôt partagé par les partisans de la création d'une aide active à mourir. À l'image de Frédéric Meunier, la députée LR dénonce une proposition inconséquente. Venir dire aujourd'hui, si vous n'y arrivez pas, on fera un référendum avec toutes les difficultés qu'il y a derrière, je dirais que c'est presque des annonces qui sont des coups d'épée dans l'eau, quoi. Au-delà de l'effet d'annonce, la mise en place concrète de ce référendum est compromise par plusieurs contraintes. Pour n'en citer qu'une, le gouvernement devrait, s'il suit la Constitution, commencer par présenter son propre texte sur l'euthanasie, risquant d'enterrer pour de bon la proposition de loi d'Olivier Falorni. Mayalène Trémollet. Le chef de l'État favorable à une loi interdisant le mariage d'étrangers en situation irrégulière à Bourg-les-Valences dans la Drôme. La maire LR refuse d'unir un clandestin tunisien à une Française malgré les risques de poursuites judiciaires. Mariage de complaisance, dit-elle, pour justifier sa décision. On rappelle qu'à Béziers, pour un refus similaire, le maire Robert Ménard sera jugé en correctionnel. Emmanuel Macron qui a aussi déclenché une tempête en Israël pour avoir critiqué la reprise de l'offensive militaire dans la bande de Gaza. Le chef de l'État qui a parlé de scandale et de honte mardi soir à la télévision, Emmanuel Macron très remonté contre la politique de Benyamin Netanyahou. Bonjour Frédéric Simon. Bonjour à tous. Correspondant d'Europe 1 en direct de Tel Aviv, la réaction courroucée du Premier ministre israélien ne s'est pas fait attendre. Oui, on pouvait imaginer une réaction plus cinglante au propos d'Emmanuel Macron pour Benyamin Netanyahou. Le président français se tient aux côtés du Hamas. Le Premier ministre israélien n'a pas hésité à qualifier d'accusation de meurtre rituel les propos du président français qui reproche au gouvernement israélien sa politique concernant le blocage de l'aide humanitaire destinée à la population de la bande de Gaza. Une propagande détestable, a encore dit Benyamin Netanyahou, alors qu'Israël lutte pour son existence contre une organisation terroriste qui avait capturé et
tués, a rappelé le dirigeant israélien, des dizaines de citoyens français. Une fois de plus, Macron demande qu'Israël capitule et qu'il récompense le terrorisme. Voilà donc pour l'essentiel des propos cinglants donc du Premier ministre israélien. Encore une dégradation dans les relations entre les dirigeants français et israéliens. Un cap manifestement a été franchi et on peut rappeler que la dégradation de ces relations remonte à la décision prise par Emmanuel Macron d'envisager que la France reconnaisse unilatéralement l'État palestinien le mois prochain aux Nations Unies à New York aux côtés de l'Arabie Saoudite à l'occasion d'un colloque sur le conflit moyen-oriental qui sera organisé conjointement par Paris et Riyad. Frédéric Simon, correspondant d'Europe 1 en direct d'Israël. L'information a été confirmée dans la soirée. Vladimir Poutine ne viendra pas en Turquie aujourd'hui. Les pourparlers de paix entre Kiev et Moscou se dérouleront sans lui. Donald Trump ne viendra pas non plus, assure Washington. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky maintient sa présence pour l'instant. La France, toujours championne d'Europe de l'attractivité, mais attention, les projets d'investissement ou d'implantation d'entreprises étrangères sont en recul. C'est ce que nous apprend le baromètre annuel du cabinet EY. Et concomitamment, on apprend que Sanofi va investir au moins 20 milliards de dollars aux États-Unis d'ici 2030. Le groupe pharmaceutique français compte renforcer deux pôles, la recherche-développement et la production. Direction Cannes, le festival n'avait Dieu que pour lui. Hier soir, la star Tom Cruise a monté les marches. Et avant cela, il y a eu ces quelques pas sur le tapis rouge. L'acteur américain venu présenter l'ultime volet de la saga Mission Impossible, The Final Reckoning, 8e et dernier film de la série projeté à Cannes hors compétition. Reportage du correspondant d'Europe 1 en Provence-Alpes-Côte d'Azur, Frédéric Michel. Il n'est pas arrivé sur le tapis rouge accroché au filin d'un hélicoptère, au câble d'une tyrolienne ou en sautant en parachute d'un avion. Tom Cruise est simplement sorti d'une luxueuse berline sombre et c'est en smoking et nœud de papillon noir qu'il a monté les marches du Palais des Festivals sous les cris de milliers de spectateurs. Très sympa, il a fait des autographes en sortant de sa voiture et c'est un grand. Ah, il est beau. Non, c'est quand même un bel homme à 60 ans, non ? Ah, il est très impressionnant. Patrice est un habitué du tapis rouge, il est photographe pour le journal Nice Matin. Il est à la maison ici, il est contracté comme d'habitude, un américain, une star. Il y a encore 2-3 comme ça, mais l'orchestre, la musique, c'était génial. Delphine est venue spécialement de Saint-Étienne. On est là pour lui dire qu'on l'aime, mais pas que dans Mission Impossible. Redman, Jerry Maguire, La Firme, né un 4 juillet. Bah oui, années 86, j'ai 16 ans. Je regarde Top Gun et je vois ce magnifique brun avec ses lunettes d'aviateur et on est parti quoi. On s'est envolé avec lui. Après avoir foulé le tapis en 1992 et 2022, jamais 203, Tom Cruise était hier la vedette du Festival de Cannes. Cannes, Frédéric Michel, Europe 1. Allez, un mot de cyclisme avec la 5e étape du Tour d'Italie. 3e victoire pour Mats Pedersen, vainqueur au sprint à Matera. Le Danois conserve son maillot rose de leader. Merci Christophe Lamar, c'était votre journal. Il est 7h08 sur Europe 1 à suivre l'édito éco. On va parler de l'inflation normative, notre stock de lois, de règlements, de décrets, de circulaires qui n'arrêtent pas de grossir et ça fait plus de 20 ans que ça dure. Et c'est un lourd handicap pour l'économie française, nous dira Agnès Verdier-Molinier dans 10 minutes. Et puis dans un instant, Dimitri Pavlenko, l'invité d'Europe 1 matin.